Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort, afin que la mort même devienne un soulagement, et à ceux qui meurent, et à ceux qui restent. La Bruyère. Pourquoi serait-il plus difficile de mourir, c'est-à-dire de passer de la vie à la mort, que de naître, c'est-à-dire de passer de la mort à la vie? Jules Renard. Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d'habitude. Virginia Woolf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast littéraire où, comme vous l'aurez compris, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la mort. Alors, vaste sujet, vous vous en doutez bien, et je n'ai pas prétention à être parfaitement exhaustive. Je vais tenter, à l'aide de certaines références qui me sont chères, de vous lister des archétypes de mort selon leur scénarisation et leur théâtralisation ou au contraire leur caractère en apparence banal. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous intéresse, à tout de suite. Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mourir en tremblant, c'est payer servilement à la mort le tribut de sa vie. Shakespeare, dans La vie et la mort du roi Richard II. Le premier type de mort que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, on pourrait l'appeler tout simplement la mort du brave. C'est la mort héroïque, la mort qui défie la mort. Ce sont des personnages qui vont au-devant de la mort et en allant à sa rencontre, mettent à mal sa suprématie. En fait, ils prennent la mort de court ou alors ils l'affrontent les yeux dans les yeux, souvent pour une noble cause. C'est donc l'archétype de la mort valeureuse, brave. Les motifs peuvent être politiques, le plus souvent, ou philosophiques. Il existe moultes exemples en littérature, mais évidemment dans ce podcast, j'ai fait un choix qui est totalement subjectif. Pour moi, qui représente très bien la mort en héros, c'est Enjolras dans Les Misérables de Victor Hugo. Alors pour rappel, et même si de nombreux lecteurs connaissent Enjolras, il faut savoir que c'est un jeune homme qui étudie le droit à la Sorbonne et qui est le leader extrêmement fascinant et envoûtant des Amis de l'ABC. Qu'est-ce que les Amis de l'ABC? C'est un groupe révolutionnaire dans Les Misérables de Hugo qui va participer à l'insurrection républicaine de juin 1832 à Paris. Déjà, ce qui marque chez Enjolras, c'est la description qu'en fait Victor Hugo, de nature pontificale et guerrière. Le ton est donné direct. Capable d'être terrible, officiant et militant. Il est qualifié aussi d'Antinous farouche, en référence à l'amant tant aimé de l'empereur Adrien, divinisé et porté au nu. Mais pour en revenir à Enjolras, c'est un héros au visage angélique et à l'âme inflexible. C'est un nouveau Saint-Just en quelque sorte. D'ailleurs, Victor Hugo l'écrit bien, il avait en lui la plénitude de la Révolution, il tenait trop de Saint-Just, avec une bravoure presque surhumaine, qui a vécu et qui est mort pour la cause, pour la Révolution, pour son idéal. C'est un personnage éminemment romantique, brossé par le plus romantique des écrivains français. Il ne pouvait donc avoir qu'une mort flamboyante, extrêmement théâtralisée, avec une mise en scène très parlante, où il se tient debout, droit, sans peur. Sa mort, en fait, symbolise la lutte absolue pour l'idéal et on pourrait ajouter que sa personne physique peut être considérée comme le réceptacle, en fait, de cet idéal. Sa mort, la mort de son enveloppe charnelle, n'entraîne pas la mort des idées qu'il s'est évertué à porter haut tout le long du roman. Autrement dit, Enjolras était un patriote et il est mort en patriote. Il meurt criblé de balles pour que la République vive et pour que sa lumière, en fait, continue d'innerver les cœurs et les âmes. Il concentre finalement à lui seul tout le sacré républicain. On le voit bien notamment à travers ce discours. Citoyens, vous représentez-vous l'avenir? Les rues des villes inondées de lumière, des branches vertes sur les seuils, les nations sœurs, les hommes justes, les vieillards bénissant les enfants, le passé aimant le présent, les penseurs en pleine liberté.
les croyants en pleine égalité, pour religion le ciel. Dieu prêtre direct, la conscience humaine devenue l'autel. Plus de haine, la fraternité de l'atelier et de l'école, pour pénalité et pour récompense, la notoriété. À tous le travail, pour tous le droit, sur tous la paix. Plus de sang versé, plus de guerre, les mères heureuses. Ça, c'est un discours qu'il prononce du haut d'une barricade. Quant à la description de sa mort, il est difficile, il est ardu d'en trouver des plus mythifiés, splendides et très incarnés. En fait, il semble touché par la grâce, il y a une divinisation du personnage, où d'ailleurs, il garde le contrôle jusqu'à la fin, il garde le dessus sur ses ennemis en leur intimant l'ordre de le fusiller. Fusillez-moi, dit Enjolras. Et, jetant le tronçon de sa carabine et croisant les bras, il présenta sa poitrine. L'audace de bien mourir émeut toujours les hommes. Dès qu'Enjolras eut croisé les bras, acceptant la fin, l'assourdissement de la lutte cessa dans la salle, et ce chaos s'apaisa subitement dans une sorte de solennité sépulcrale. Il semblait que la majesté menaçante d'Enjolras, désarmé et immobile, pesât sur ce tumulte, et que, rien que par l'autorité de son regard tranquille, ce jeune homme, qui seul n'avait pas une blessure, superbe, sanglant, charmant, indifférent comme invulnérable, contraignit cette cohue sinistre à le tuer avec respect. Donc on voit que jusqu'au bout, Victor Hugo nous brosse le portrait d'un héros qui va affronter la mort jusqu'au dernier instant et qui, c'est ça qui me marque le plus, je trouve, se met en scène. Voilà, il présente sa poitrine, il croise les bras, il choisit sa mort sans la choisir. Et ça, c'est aussi rare que précieux dans la littérature. Et encore une fois, ce qui marque énormément, c'est sa manière de donner des ordres et de rester dans le contrôle, de garder la main en fait, dans une situation qui est une situation de la mort. On est vraiment au cœur de la citation de tout à l'heure de Shakespeare, où finalement il meurt debout, et c'est pour ça qu'il est vainqueur. Il va défier la mort en défiant ses ennemis, en acceptant la disparition de son enveloppe charnelle, c'est que ses idées vont perdurer. Mort pour ses idées, mort pour la France, mort en patriote. On est dans la mort la plus héroïque qui soit. Mais dépeindre cet état inexorable de l'homme, la mort, comme un événement extraordinaire, c'est le cas chez Victor Hugo avec Enjolras, grâce à une théâtralisation, une vraie mise en scène, une victoire, encore une fois, sur la grande faucheuse, eh bien, il y a bien d'autres écrivains qui l'ont fait avec brio, notamment dans le chant des morts par amour. Alors on pourrait dire que quelque part, Enjolras meurt par amour. Amour de l'idéal, amour de la révolution. Mais là, je parle vraiment d'amour pour une personne physique. Car ne nous y trompons pas, c'est bien cette mort-là, la mort par amour, que l'on retrouve le plus en littérature. Sans surprise, ce sont les romantiques, y compris Victor Hugo, les romantiques du 19e et les plus lyriques d'entre eux, également comme Lamartine, qui ont dépeint avec le plus d'emportement et de passion ces amoureux qui souvent mettent en scène leur mort de manière fracassante. Alors pourquoi en parler après la mort d'Enjolras? Eh bien parce que ces deux types de morts ont précisément en commun leur côté spectaculaire. On meurt avec bravoure ou en tout cas avec fougue, avec ardeur, grandeur. On marque en mourant, tout simplement. On quitte la scène, mais on veut que ça soit spectaculaire. Ou si on ne le veut pas, ce sera en tout cas spectaculaire. On ne meurt pas banalement. On a des témoins, comme pour Enjolras, un public, voire des soutiens ou des ennemis, mais en tout cas, on ne meurt pas seul. Mais le personnage dont j'ai choisi de vous parler est brossé par un écrivain qui est pourtant le moins romantique, le moins lyrique qu'on puisse trouver. Il s'agit de Zola et de son court roman Le Rêve. Donc Zola, écrivain naturaliste à la plume très fine, aiguisée, mais parfois volontairement aride, un peu sèche, un peu difficile, parfois laborieuse. Bien des lecteurs disent on a du mal à entrer dans Zola. Toutefois, Zola est capable de créer, de façonner des morts aussi bien héroïques que pathétiques, parfois les deux à la fois, comme un romantique.
tout en ayant une plume anti-romantique, on est bien d'accord. D'abord, un bref rappel de ce livre peu connu de Zola qui est Le Rêve, en tout cas moins connu que ses grands romans. Angélique et Félicien, c'est un couple de jeunes personnes qui s'aiment follement, d'un amour plutôt céleste pour la jeune fille, que terrestre et que charnel, confond d'ailleurs allègrement le rêve et la réalité, se projette pas vraiment dans le monde réel et encore moins dans la vie de couple. Le problème, c'est que ces jeunes gens qui s'aiment, on ne veut pas les laisser se marier. Résultat, et là, assez étrangement pour un Zola, on est vraiment dans une ambiance très lamartinienne. On lui interdit quelque chose, alors cette frêle créature vaporeuse et fragile qui est Angélique se meurt. Énorme chagrin d'amour, elle est trop malheureuse qu'on ne puisse pas la laisser se marier avec Félicien. Alors en réalité, elle est déjà de constitution fragile, poitrinaire, mais mettre en exergue une mort par amour, eh bien cela apparaît beaucoup plus romanesque. Alors elle se meurt aussi à l'idée que Félicien ne l'aime plus, voire même qu'il ne l'a jamais aimée. Encore une fois, ça ressemble assez peu à Zola, c'est pour ça que ce roman me plaît beaucoup. Il jure, elle détonne quand même dans l'œuvre de Zola, je trouve. On est dans un scénario, encore une fois, très lamartinien. Et même quand on va finalement l'autoriser à se marier avec Félicien et qu'elle est assurée de l'amour de ce jeune homme, eh bien elle se meurt quand même. Voilà, c'est tout le problème. Elle se meurt quand même, mais de bonheur cette fois. Voilà, on est totalement dans les thèmes romantiques, en pleine cérémonie de mariage, pour couronner le tout. Elle meurt en pleine cérémonie de mariage. Comme avec Enjolras, c'est le seul point commun qu'il y a, mais j'estime qu'on peut faire le rapprochement, il y a un effet extrêmement frappant. Il y a une mise en scène dramatique, on se croirait encore une fois au théâtre, l'un meurt par amour pour la Révolution, l'autre par amour pour un homme et de trop de bonheur. Ce qui est incroyable, c'est que Zola parvient à décrire une mort, somme toute très romanesque et pathétique, mais sans verser une seconde dans le pathos, grâce à une plume qui est passablement distanciée. Il place en fait la mort à la frontière entre le rêve et la vie. L'héroïne meurt car elle n'a pas la force de vivre dans la réalité. Donc sa mort, telle qu'elle est esthétisée dans ce court roman, eh bien c'est une véritable boîte à chimères, un soulagement, ça lui évite de faire face à la vie et de se fracturer contre le mur du réel en quelque sorte. La formule que je vais employer peut sembler un peu dure, mais en fait, Angélique est un personnage qui n'est pas du côté de la vie. Elle est inapte au réel. D'ailleurs, son amoureux lui dit « Je suis celui qui existe, Angélique, et vous me refusez pour des rêves ?» En se laissant mourir en pleine cérémonie de mariage, en fait, elle refuse toute une vie réelle, toute une vie de bonheur et de malheur, parce que c'est déjà trop de bonheur pour un cœur faible. Ainsi, Zola se place dans l'esprit de son héroïne et écrit « N'était-elle pas allée au bout du bonheur ? N'était-ce pas là que la joie d'être finissait ? Elle se haussa d'un dernier effort, elle mit sa bouche sur la bouche de Félicien et, dans ce baiser, elle mourut. » Donc dans ce bref passage, on pourrait voir d'ailleurs un clin d'œil à l'alliance éternelle d'Eros et Thanatos, mais sachant que l'amour d'Angélique était céleste et vraiment dénué de charnélité, cette hypothèse ne me semble pas tenable personnellement. Donc on a évoqué la scénarisation héroïque de la mort pour Enjolras et pathétique romanesque pour Angélique chez Zola, mais certaines morts sont aussi fétichisées, voire couplées à une atmosphère vraiment malsaine qui les rendent, au sens littéral, une fois de plus, extraordinaires. On est toujours dans la catégorie des morts extraordinaires. C'est le cas dans la nouvelle de Junichiro Tanizaki, Le pied de Fumiko. J'ai choisi volontairement Tanizaki parce que c'est vraiment un japonais que j'adore, qui va très très loin dans l'évocation des sens et des diverses perversions et des fenêtres ouvertes sur l'ombre de l'âme, etc. Et qui est peu mis en valeur en France, en tout cas moins que Mishima et Kawabata, d'où mon choix. Alors dans Le pied de Fumiko, on nous conte l'histoire d'un vieillard qui est mourant et qui n'a qu'une obsession, c'est une geisha qui s'appelle Fumiko. Plus précisément, il est obsédé par une partie du corps de Fumiko, ses pieds. Comme toujours chez Tanizaki et chez bon nombre d'écrivains japonais, la passion amoureuse est synonyme de malheur et surtout de caractère malsain. Et ce marchand qui va mourir pousse son obsession pour les pieds de cette jeune fille jusqu'à un point paroxystique qui est donc celui de sa mort. Pour mourir, il a besoin
des pieds de cette geisha qui en fait représente à la fois une sorte de figure de l'extrême onction, mais qui fait un peu figure aussi de pièce de monnaie, la pièce de monnaie qu'on mettait dans la bouche des défunts à Rome pour qu'ils puissent la donner à Charon et tout simplement passer de l'autre côté. Et bien là c'est pareil, il a besoin du pied de cette geisha appuyé sur son front pour pouvoir trépasser, tout simplement. Et il le dit très bien. Ah, je n'en peux plus, je vais bientôt rendre l'âme. Oh, Fumi, Fumi, pose tes pieds sur moi jusqu'à ma mort. Je veux mourir piétinée par toi. Donc il y a un côté volontairement dérangeant et très fétichiste dans cette mort, qui n'est pas éclipsée, mais qui est combinée avec une compassion qui est voulue par Tanizaki, une compassion qui émerge du lecteur. En fait, le lecteur est embourbé dans une atmosphère qui est volontairement une atmosphère de pathos. Il met en scène et porte un regard très dur sur un héros suppliant, une geisha méprisante. D'ailleurs, contrairement au rêve de Zola où le baiser précité n'avait guère de portée charnelle, ici, Tanizaki, il joue à fond la carte de l'imbrication d'Eros et Thanatos. Le tout matiné d'un soupçon de pathétisme, donc je vous lis un bref extrait. Le vieil homme put ainsi expirer dans le plus grand des ravissements, l'adorable pied d'Ofumi-san qui se posait sur son visage, représenté pour le moribond comme une nuée violette descendant du ciel pour y recueillir son âme. Alors là déjà, la plume est éminemment poétique, mais on voit bien le côté clairement charnel, la mort et le charnel liés pour toujours. D'ailleurs, ce qui marque dans ce passage, c'est que le plus grand des ravissements, on peut le voir quand même comme une métaphore d'une sorte de point orgasmique, en fait, d'un mourant. On dit souvent que l'orgasme est une petite mort, là on sait que le marchand va passer le cap et vivre la grande mort, mais ce plus grand des ravissements qui est le pied appuyé d'une jeune fille sur son visage, sur son front plus exactement, peut être un peu perçu comme une métaphore de l'orgasme. Et ça fait de cette mort qui est à la fois pathétique, elle n'est pas du tout héroïque, elle n'est pas non plus romanesque, mais il y a une mise en scène qui est très spectaculaire, surtout que ça s'étire dans le temps. Tanizaki le dit, pendant 2 heures et demie, Fumiko a installé un tabouret afin de ne pas rester debout, et elle appuie son pied gauche et son pied droit sur le front du vieillard. Donc on est en fait presque dans un jeu sexuel ante-mortem. Il y a un côté à la fois malsain, triste et extrêmement dérangeant. C'est-à-dire que quand on le lit, je pense qu'il y aura 2 types de lecteurs. Les lecteurs qui vont se dire ah non, je referme la porte immédiatement. Ça ouvre encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fenêtres de mon être ou de mon âme que je n'ai pas envie de rencontrer ou que je nie totalement. Et d'autres lecteurs qui au contraire vont se dire que cette espèce de côté extrêmement dérangeant apporte beaucoup à la littérature. Mais certains auteurs ont fait le choix de brosser des morts faussement banales. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on entend par banal? En fait, soit ces morts de personnages vont être décrites en peu de mots, donc un minimalisme voulu, généralement. Soit elles vont apparaître tristement comme des éléments de décor. Alors je dis apparente banalité parce que c'est justement cette simplicité, cette froideur, l'indifférence générale qui entoure la mort d'un personnage qui va rendre cette mort encore plus tragique et des fois encore plus violente. Peu de mots, encore plus de violence. Et c'est parce qu'elles sont décrites à la manière de grains de poussière qu'on efface en fait de la surface de la Terre en 2 secondes que ces morts vont acquérir une certaine force. Exemple en est d'Alain, le héros toxicomane du Feu follet de Drieux, superbement interprété d'ailleurs par Maurice Ronet dans le film de Louis Malle. Alain, c'est un être versatile dans le roman comme dans le film, incomplet, lunatique, c'est une sorte de Sisyphe des temps modernes pour moi. Il semble porter sur ses épaules le poids de la lourde condition humaine, mais tout le poids sur ses épaules. Il vit dans une maison de repos entouré de grands neurasthéniques, il faut le dire, qui n'arrangent absolument pas son mal. Une fois de plus, je ne vous spoile pas parce que le thème de ce podcast, c'est la mort. Donc, vous vous y attendez, Alain va mourir. Faute de quoi? Faute de savoir vivre, en fait. Et faute de savoir aimer. Voilà de quoi meurt Alain. Effectivement, il y a sa dépression, il meurt suicidé, mais c'est surtout parce qu'il ne sait pas vivre. Il sous-vit. Pour ceux qui ont déjà lu Oblomov de Goncharov, on sait qu'il y a un personnage nommé Olga dans ce chef-d'œuvre. Et Olga, je me souviens que Goncharov emploie l'expression très éloquente de « elle survit », dans le sens où elle vit plus fort, plus violemment. Eh bien, c'est l'exact contraire pour Alain dans Le Feu follet. En fait, il sous-vit. Il le dit lui-même très bien d'ailleurs. Il explique « la vie n'allait pas assez vite en moi, je l'accélère.
La courbe mollissée, je la redresse. Je suis un homme, je suis maître de ma peau, je le prouve. Le problème d'Alain, il est double. Déjà, il vient de lui-même, il ne sait pas aimer et il ne sait pas vivre. Aimer dans le sens où Dorothy, une femme que lui a aimée, le fuit. Lydia, c'est une autre femme qui veut le sauver mais qui n'est quand même pas assez présente. Tout ça, cumulé aux brumes des drogues et de l'alcool, ça donne un personnage cynique, désœuvré, profondément désenchanté, qui évolue dans un univers presque parallèle. On en arrive à la conclusion que pour Alain, il n'y a pas d'autre issue que la mort. Son second problème, c'est l'indifférence d'autrui à son égard, face à sa souffrance immense. Alain, c'est un incompris. Il est incompris de lui-même, mais il est vraiment incompris des autres. Ceux qui tentent officiellement et tièdement de l'aider ne font en réalité aucun effort pour l'écouter. Et j'ai trouvé à ce titre un extrait de L'Ombilique des Limbes où Antonin Artaud exprime très bien, avec beaucoup de justesse, cette idée-là. Il explique à une femme qu'il a aimée: je ne puis plus compter sur toi dans ma détresse puisque tu refuses de te préoccuper de la partie la plus atteinte en moi, mon âme. Bien, c'est exactement pareil pour Alain dans Le Feu follet de Drieux, en fait. Personne ne se préoccupe de soigner son âme. Il a beau être entouré d'êtres qui tourbillonnent autour de lui, il est seul, totalement seul. Et c'est seul, dans une chambre d'hôtel, dans une scène très brève, qu'il décide d'en finir. Il décide d'accélérer enfin la vie, cette vie qui ne voulait pas exploser en lui, tout simplement. C'est un être, encore une fois, qui s'oublie. Le problème, c'est que mourir seul, sans témoin, dans une scène décrite de manière très minimaliste en peu de mots, sans personne qui nous aime et qui nous tient la main jusqu'au bout, eh bien, c'est une des pires morts pour les gens. Et c'est la mort que va avoir Alain. C'est un naufragé sur terre d'un autre monde, oublié d'une société égoïste. Et lui-même le dit très bien. Il écrit: Solange ne veut pas de moi, Solange ne m'aime pas. Donc c'est une autre femme qui ne veut pas de lui. Solange vient de me répondre pour Dorothy, c'est bien fini. Dans la scène qu'écrit Drieux sur sa mort, on notera d'ailleurs une absence de tout affect. La plume de Drieux est volontairement froide et ça décuple en fait le caractère très violent. On est dans une mort d'une petite personne qui quitte la surface de la Terre une fois de plus et tout le monde s'en fiche. Donc je vais vous lire la scène. Bien calé, la nuque à la pile d'oreiller, les pieds au bois de lit, bien arc-bouté, la poitrine en avant, nue, bien exposée. On sait où l'on a le cœur. Un revolver, c'est solide, c'est en acier, c'est un objet. Se heurter enfin à l'objet. On observera également la forme très hachée, avec d'ailleurs la répétition du C, qui contribue vraiment à donner l'impression que cette mort a été évacuée. Elle a duré 30 secondes. Donc on est très loin d'une mort héroïque. On est dans une mort, je le redis, en apparence banale, mais qui tire de cette apparente banalité toute sa violence et toute son épaisseur dramatique. En littérature, certaines morts font également l'objet d'un traitement en apparence banal, encore une fois, mais dans un but politique ou de dénonciation sociale. Alors chez Drieux, on est plus dans l'introspection, le huis clos psychologique, parcours psychologique individuel, mais tout de même, il y a facilement une dénonciation sociale aussi dans Le Feu follet, je pense. Mais c'est beaucoup plus marqué dans le roman, une fois de plus, je vais citer Zola, qui est beaucoup plus connue cette fois, c'est Nana. Pourquoi Nana? Donc Nana, c'est une prostituée qui vit durant les dernières années du Second Empire, qui est désirée par le tout Paris, qui se montre paresseuse, vaniteuse, fourbe, frivole, égoïste, dispendieuse, extrêmement cruelle avec tous ses amants, notamment le comte Muffat. Et Zola déteste son personnage. Il déteste aussi le Second Empire. Et c'est pour ça que ce 9e tome des Rougon-Macquart est tout simplement fascinant et passionnant. D'ailleurs, c'est un de mes préférés. Zola établit un parallèle entre la mort abominable de son héroïne et la fin du Second Empire. À travers le personnage de Nana, l'écrivain condamne un régime qu'il juge corrompu, décadent, peuplé d'élites fourbes, perverses, et il s'adonne avec talent à l'art de la satire extrêmement cinglante. Il fait d'ailleurs coïncider, et c'est un beau détail, en fait, la mort de l'héroïne avec la déclaration de guerre de la France à la Prusse de Bismarck le 19 juillet 1870. On sait qu'effectivement, cette guerre va marquer la fin du Second Empire. Alors, comment est morte Nana? Eh bien, Nana est morte de manière antagoniste à sa vie. Il vit sous les projecteurs, sous les lumières, désirée de tout le monde. Elle meurt morte seule dans une chambre d'hôtel, abandonnée d'absolument tout le monde.
Et là, Zola va user du champ lexical de la pourriture, mais aussi du collectif pour parfaire son rapprochement avec la mort prochaine du Second Empire qu'il espère. Donc il emploie des mots extrêmement durs, comme tas d'humeur et de sang, pelleté de chair corrompue, charnier, donc là tout le champ lexical aussi de la guerre. Et outre l'aspect répugnant du corps décrit de la pauvre Nana, tout de même, il met aussi en valeur la grande solitude de cette morte, de cette défunte, ce qui rend le tableau encore plus tragique. Comme s'il fallait que tous les symboles du régime soient réduits ensemble pour que la France revive. Si j'ai choisi de classer cette mort dans les morts banales, ce n'est pas en raison de la plume de Zola, parce que la plume de Zola n'est pas banale, et il emploie encore une fois des mots pelletés de chair corrompue et charniers qui sont très violents. Par contre, il pousse à l'extrême ce jeu qui consiste à faire de cette mort à la fois un grand symbole, c'est-à-dire qu'à travers Nana, c'est le Second Empire qui s'écroule, mais à la fois, et c'est très méchant de la part de Zola, il nous montre que c'est une petite personne, un petit rien, mort abandonné dans un coin. Poussière, tu redeviendras poussière. Et là, il pousse l'indifférence à l'extrême, parce que les femmes qui viennent la visiter, qui trouvent son cadavre, se contentent d'annoncer elle est bien changée tout de même. Et puis, il y a un autre personnage qui s'appelle Mignon, qui écrit « Et que de plaisir fichu en homme qui n'aimait pas voir se perdre les choses utiles et bonnes. » Elle est chosifiée. L'indifférence des personnages qui la trouvent à son encontre, ça c'est violent. Cette banalisation de cette mort, une goutte d'eau, mais en même temps qui est le symbole de la décrépitude d'un régime aux yeux de Zola, pour moi, ça c'est à classer dans les morts faussement banales. Je vais m'arrêter là, j'espère que ce podcast donc sur différents types de morts vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, ce sera toujours avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de podcast, donc très heureuse de vous retrouver. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine thématique littéraire.